Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à la Cadière, ici au sein de la cave coopérative La Cadiéraine. Alors, on est sur ce qu'on pourrait dire le bavard, comme moi, Morgane. Oui, tout à fait. Voilà, on est sur le bavard. La semaine prochaine, on va un peu plus remonter, on va aller un peu plus dans le Haut-Var. Ah. Et si je fais ce petit jeu de mots, c'est pas pour rien, Morgane. C'est qu'aujourd'hui, on accueille un monsieur qui a rapport avec la bavaroise. La bavaroise. Oui, oui, la varoise du bas, qui a un sacré jeu de mots. Bonjour Michel Anchini, donc vous êtes brasseur. Oui, bonjour. Bonjour, alors la brasserie, la Cadiéraine. À la Cadière. À la Cadière, tout simplement. C'est pas la Cadiéraine, c'est la brasserie La Bavaroise. La Bavaroise, pardon. La brasserie La Bavaroise, donc, qui est ici à la Cadière. Oui. Et, donc vous faites des bières ici et vous l'appelez La Bavaroise. C'est plutôt sympa comme nom, La Bavaroise. Oui, ben c'est un nom qui m'est venu immédiatement, on va dire. Ça m'a de suite sauté à l'esprit parce que, comme je dis, on est dans le bas du Var, plus bas que nous, c'est la mer. Donc La Bavaroise à la fois pour ça et aussi par mon attrait vers les bières de type allemande. D'accord, donc c'est-à-dire qu'ici, le goût de vos bières, on va avoir un goût qui va se rapprocher de ces bières allemandes. Je fais avant tout des bières à mon goût, mais c'est vrai que j'aime bien les bières un petit peu allemandes, notamment les Weizenbier qu'on a là-bas et qui se boivent vraiment très facilement. Ce genre de goût, parce que moi d'un seul coup j'y connais très peu de choses en bière, on va être sur un goût plus ambré, plus... Oh, il y a des bières de tout style, même en Allemagne, hein, donc c'est assez variable. Mais moi je suis plutôt, pour ma part, dans des bières légères, sans amertume, parce que c'est ce que je préfère. Je mets très peu de houblon amérisant. Je préfère jouer plutôt sur le côté maltais que sur le côté houblonné de la bière. Et ce qui est chouette, c'est-à-dire qu'elle est toute fraîche, votre brasserie, je crois. Oui, ça fait un petit peu moins de 3 ans que j'ai sorti les premières bières. Les premières bières, et donc c'est à peu près 3 ans. Le parcours, c'est votre parcours pour arriver à devenir brasseur comme ça, et aussi pareil, et c'est surprenant. Oui, parce qu'à l'origine, je ne suis pas du tout dans la bière. Hein. La bière, c'est surtout une question de passion. J'ai toujours aimé goûter différentes bières. Et donc un jour, l'idée m'est venue en visitant une petite brasserie de dire pourquoi pas essayer. Donc j'ai commencé à brasser dans ma cuisine, comme beaucoup de brasseurs aujourd'hui, à brasser de façon amateur, une petite cuve de 20 litres, pour faire différentes recettes. Et jusqu'au moment où j'ai dit je veux évoluer et aller un peu plus loin et pourquoi pas me lancer. Et en 2015, donc j'ai démarré la brasserie. 2015, vous commencez, mais pour que la bière soit commercialisée au moment où vous ouvrez, des fois il faut un peu de temps avant qu'elle soit vraiment prête. Alors aussi. Oui, disons que le projet, j'ai mûri le projet pendant 2 ans avant de démarrer. Je suis passé aussi par l'université de La Rochelle en 2014, où j'ai eu la chance d'être pris pour passer mon diplôme d'université de brasseur. De brasseur. Et donc après l'immatriculation de la société, c'est fait en début d'année. Par contre, les premières bières sont sorties, le temps de recevoir le matériel, d'installer, de faire les essais à blanc et de sortir les premières bières fin juillet. Et donc là, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au départ, je pense que vous commencez avec quelque chose qui est plus intimiste qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous devez certainement avoir augmenté aussi votre production, non? Oui, les volumes de production ont augmenté, mais enfin, je reste quand même dans le milieu de la brasserie. Je reste une toute petite brasserie, puisque je produis, les 2 dernières années, j'ai produit 120 hectos par an. C'est quand même beaucoup pour juste un artisan, un brasseur. Pour moi qui suis tout seul pour tout faire, que ce soit la partie brasserie, la partie administrative, la partie livraison, démarchage et tout, ça fait une bonne occupation, on va dire. Mais pour une brasserie, ça reste petit. Ça fait beaucoup pour un homme seul, c'est vrai. Oui. Et alors ce qui fait beaucoup aussi sont les différentes bières. Il y a la bière blanche, la blonde, la brune, ambrée. Oui. Ce sont les 4 que vous produisez? Oui, aujourd'hui j'ai ces 4 bières dans la gamme, ouais. Qui sont donc dans le même esprit, puisque aucune n'est amère. La blanche, qui est une blanche bien sûr typée allemande, une bière blanche à 55% de blé, parce que c'est ce qui définit une bière blanche, c'est une bière de blé, c'est pas qu'une question de couleur. Alors c'est ça, ça va être quoi les principales différences, autant à la conception qu'à la dégustation? Entre les 4. À la conception, ce sont des recettes différentes avec des maltes différents pour chaque bière, des maltes et des houblons différents, ainsi que des levures différentes pour chaque bière, comme une recette de cuisine. Les ingrédients changent, les proportions de chaque ingrédient changent aussi.
Les temps de brassage ne sont pas les mêmes non plus. Et c'est vraiment des recettes entièrement différentes qui arrivent à sortir différents arômes. D'accord. Ah oui, donc ce n'est pas juste... Moi, je pensais que c'était une question de temps. C'est par exemple entre la blanche et la blonde, qu'il y avait une histoire de macération, peut-être. Non, non, en fait, le brassage, c'est de l'infusion. D'accord. Donc c'est de l'infusion, voilà, on met de l'eau qu'on fait chauffer, on insère le malt à l'intérieur, et après on fait infuser en respectant différents paliers de température qui correspondent au travail de chacune des différentes enzymes qui nous intéressent, on va dire. Et donc en fonction de ces temps de palier, ces temps d'infusion, on aura des résultats différents. Et les matières premières, à la base, déjà, vont aussi faire varier les goûts et les couleurs. Ce qui est rigolo, tu vois, c'est d'accueillir un brasseur au sein d'une cave coopérative avec une histoire, j'allais dire ici, la Cadière, une vraie histoire tournée autour, j'allais dire, du vin et du bandol. C'est un secteur qui a vraiment aussi fait beaucoup. C'est marrant d'avoir finalement d'ouvrir en fin de compte une autre facette et une autre forme de patrimoine que vous amenez ici sur le territoire. Oui, donc c'est un peu... j'ai démarré parmi les premiers presque dans le Var. Il y avait une ou deux brasseries déjà un petit peu plus haut. Mais le vin, c'est vrai que c'est traditionnellement en France en général, ça se boit à table. Et par contre, il se boit quand même beaucoup de bière. Donc j'ai dit ici, il n'y en a pas encore, pourquoi pas. C'était une bonne idée. Et si je fais cette connexion par rapport au territoire, le fameux bandol, et puis finalement ce bandol, ce fameux vin de terroir, est vraiment présent, j'allais dire, sur différentes communes qui sont là tout autour aussi de la Cadière. Et aujourd'hui, on a Franck Gualco qui va venir nous faire voyager un peu tout autour avec certaines randonnées. Donc Franck va venir nous rejoindre sur le plateau et on va balader ici dans les communes environnantes. Et où on pourrait aller, Morgane, aujourd'hui, avec les communes environnantes, d'après toi? On pourrait aller à quel endroit? Eh bien, c'est une bonne question. J'étais persuadée qu'aujourd'hui, on avait Marie-Lise. Mais Marie-Lise, je te rappelle qu'on l'a reçue en début de semaine. Tu croyais qu'elle allait revenir en cours de semaine? Non, non, non. Oui, non, j'étais persuadée qu'elle venait nous voir 2 fois, mais c'est une excellente surprise, du coup. Ben, oui, c'est gentil. Je suis ravie. Et pourtant, elle est en coulisses, c'est pour ça que tu nous dis ça. Coucou Marie-Lise, c'est gentil d'être venue nous faire un petit coucou aujourd'hui. Tout à l'heure, donc je pensais qu'elle revenait nous voir. Non, non. Franck Gualco, bonjour. Bonjour. Aventure et découverte Var, là avec une bavaroise. Toi aussi, tu vas nous faire découvrir tout le secteur qui est autour de la Cadière, je crois. Tout à fait, tout à fait. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un sentier qui est à 2 pas d'ici. Le sentier se situe sur les communes voisines de Saint-Cyr et Bandol. Ah oui, on est tout à côté. Juste à côté. Avec le petit accent, je trouve que ça le fait bien. De quel accent tu parles? Le sien. Ah bon? Ouais. C'est toi qui n'en as pas, Morgane. C'est local. Ce n'est pas le bon. Je suis désolé, c'est local. C'est marrant qu'elle entende un accent, moi je l'entends pas. Donc ce sentier qui est plus communément appelé le sentier des douaniers. Et je vais vous proposer le tronçon donc, qui part de la plage de la Madrague à Saint-Cyr pour rejoindre Bandol. Et proposer également de faire une petite boucle à travers le vignoble de Bandol via le domaine de la Nartette. Ce fameux sentier des douaniers, il existe depuis un sacré moment quand même, je crois. C'est pas un truc tout récent. Hein. Le sentier des douaniers a été imaginé pour la surveillance au XVIIIe siècle. Donc c'est vrai que c'est un tracé qui est complètement historique. Aujourd'hui, le département du Var est un des départements où le tronçon du sentier littoral est le plus long en France. Malheureusement, sur ce tronçon-là, on a souvent, avec les intempéries ou les mouvements de sol, des parties qui sont fermées, mais qui sont régulièrement restaurées. D'ailleurs, c'est le cas sur ce sentier où j'attire vraiment toute l'attention, où un tronçon a été fermé justement suite à des éboulements. Mais ce sentier est tellement un atout pour les communes qu'il traverse que des déviations sont rapidement mises en place. Et c'est le cas d'ailleurs sur la commune de Saint-Cyr où une déviation a été mise en place. Là, ce sont des balades qui ont été effectuées par Aventure et Découverte, l'association. Donc, et là, vraiment, le départ se fait à quel endroit et il fait combien de kilomètres à peu près ce parcours? Le départ se fait du port de la Madrague, donc en plus il y a un parking pour stationner. Le parcours est un petit peu sportif, donc il fait une vingtaine de kilomètres.
c'est pas évident. Il commence à bien connaître Morgane. C'est pas évident pour J'ai senti pour qu'il tout le avait monde, pitié de moi. mais c'est vrai que ce parcours mérite qu'on fasse cet effort, puisque les paysages traversés sont vraiment magnifiques. Il offre des panoramas assez exceptionnels sur la baie de Saint-Cyr et la Ciotat, donc sur le rocher du Bec de l'Aigle. Il permet de faire une pause dans une calanque protégée du port d'Allon, pause qui tombe généralement en plus au bon moment, donc pendant la pause repas où on peut déguster une bière, hein, certainement. Et donc suite donc à cette calanque, donc aux eaux turquoises, calanque qui donne vraiment envie de se baigner. Donc on va continuer le parcours vers Bandol. Et arrivé à Bandol, il est nécessaire de pousser un tout petit peu pour aller voir ce qu'on voit à l'image, donc la presqu'île de Capellan qui est magnifique. Qui est sur quelle commune, ça? Alors ça, c'est sur la commune de Bandol. Donc c'est là où on est censé rebrousser chemin, mais aller jusqu'à la presqu'île de Capellan et à la anse de René Cros qui mérite vraiment le détour. Sur le retour, on change de décor, on remonte à travers le vignoble. Donc le vignoble bandolais, donc bien connu, jusqu'au domaine de la Nartette, donc propriété du conservatoire du littoral, avec une particularité. Donc sur ce domaine, les collines qu'on peut voir derrière, en fait, sont des dunes de sable. Donc il y a des langues de sable qui sont... Je vois Michel qui fait un oui de la tête. Tu connais le secteur, j'ai l'impression. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, très joli. Cette dune de sable également mérite le détour, parce que c'est quand même assez rare, et puis surtout de cette hauteur-là dans le département, la dune de la Gâche. Et de son sommet, on a de nouveau une vue spectaculaire sur le Cap Sissier, les îles des Ambiers. La baie de Saint-Cyr, la Sainte-Baume. Exactement, on a presque un 360 qui en fait réconforte le fait qu'on ait gravi ces derniers mètres, puisqu'elle viendra en fin de circuit. Et sur cette fin de circuit, le retour peut se faire également à travers le sentier des vignes qui a été mis en place par le Conservatoire du littoral et qui permet d'apprendre également beaucoup de choses sur le patrimoine bâti agricole et bien sûr sur l'environnement agricole traversé. Ce que j'entends, c'est que cette zone est aussi protégée et inconstructible aujourd'hui, donc vraiment préservée. C'est tout à fait le cas. C'est vrai que c'est un poumon vert, c'est entre ces deux communes qui sont assez urbanisées et donc on peut profiter pleinement de cet espace protégé, balisé. Balisé, en plus il y a des panneaux vraiment informatifs, c'est-à-dire qu'on peut y aller et on a des infos tout au long. Il y a des lutrins qui sont positionnés tout au long du sentier, hein, ce fameux sentier des vignes. Et donc c'est très, très éducatif et on apprend vraiment beaucoup de choses. Et pour les amoureux, est-ce que, j'allais dire, l'ambiance un peu... Tout à fait. Donc c'est Morgane, vrai que tends l'oreille. La balade, quand on arrive au bout, la récompense aussi, surtout en cette saison, hein, c'est qu'on arrive en général sur le coucher de soleil, sur le port de la Madrague et sur le bec de l'Aigle, et c'est vraiment un moment magique au retour de cette balade. Quand t'arrives, t'es crevé. La fille, moi ça ne pas rêver, je vais me coucher, moi. Je ne vais pas dire le contraire. C'est une journée. C'est vrai que j'ai vu sur les images qu'il y a des galets, des rochers, ça monte un petit peu. Oui, il n'y a pas énormément de dénivelé, mais c'est vrai qu'on passe des galets au sable, voilà. Donc avec des marches. Ça demande surtout de faire attention. Oui, tout à fait. C'est comme sur l'ensemble du sentier du littoral, donc il faut toujours faire attention, puisque forcément il n'y a pas de sécurité spécifique, c'est un espace naturel, donc il faut toujours faire attention, bien sûr, de ne pas glisser, ne pas tomber. Là, donc après, toutes les infos, parce que ça, c'est le genre de sortie que fait Aventure et Découverte régulièrement. Il y a un site internet, aventure-découverte, tout au pluriel, aventure et découverte, oui. -var.com. Oui. Et là, il y a des sorties, si on va sur le site internet, il y a des sorties en préparation. Alors, et dans quel secteur vous allez pour faire plaisir à Morgane? C'est bien vu. Donc là, les sorties qu'on a programmées prochainement, et d'ailleurs, il y a également une programmation qui est faite par la communauté de communes du Pays de Fayence.
Donc se passe c'est pas moi plutôt qui en du côté de l'Estérel, puisqu'en cette saison, il faut profiter de la chance d'avoir des forêts de mimosa et de profiter du massif du Tanneron qui est paré de couleurs dorées en cette saison. Et donc, c'est un petit peu le grand écart, puisqu'on passe complètement de l'est à l'ouest du département. Mais c'est vrai que le mimosa est très saisonnier, donc il faut en profiter maintenant. Donc, des balades sont organisées à partir du 3 février. Mais depuis hier. Voilà. Et pour une quinzaine de jours. Et donc je vous invite tout à fait à parcourir ces sentiers dans le massif du Tanneron, où vous apprendrez, puisque ces balades sont guidées par des naturalistes, des tas de choses sur cette plante à parfum qui est utilisée dans la cuisine et qui, on ne le sait pas toujours, est quand même une plante controversée et envahissante. Voilà. L'acacia, puisque c'est de la famille des acacias. Exactement. En tout cas, si on veut plus d'infos, Franck Gualco, c'est aventure, je ne vais pas faire d'erreur, au pluriel, -découverte-var.com pour avoir toutes les infos et puis des idées aussi de parcours et de visite. Tout à fait. Vous avez déjà fait le secteur, Michel Anquini, je rappelle, vous êtes donc brasseur, la fameuse Bavaroise qui est située ici à la Cadière. Vous connaissez tout ce secteur de balade sur le sentier des douaniers, je suppose. Le sentier du littoral, oui. Et fameux sentier. Toi, Morgane, tu es jamais allé dans le secteur? Non. Non. Mais alors, tu vas nous emmener où, toi, cette semaine? Eh bien, on va aller au cinéma aujourd'hui. Ah oui, tu nous avais parlé de fameux Woody Allen qui va sortir. On en avait parlé avec Luc Benito cette semaine. Voilà, Luc Benito nous en a parlé vendredi. Cette fois-ci, vous allez pouvoir voir la bande-annonce. C'est sorti ce mercredi. C'est donc le dernier, ou en tout cas l'avant-dernier film de Woody Allen, parce que bien qu'il ait plus de 80 ans, je crois qu'il en a 82 ou 84, eh bien il a déjà tourné un autre film à l'automne dernier qui s'intitulera A Rainy Day in New York. Mais t'as vu l'accent là, ça devient mais là tout de suite, là aujourd'hui, celui qui est sorti, c'est Wonder Wheel. On peut regarder les images, on en parle après. On peut regarder, allez. Super. C'est parti. Coney Island, 1950s. The beach, the boardwalk. I work here on base 7. Enter Carolina. Excuse me, do you have Jenny's here? I'm Jenny. I'm Humpty's daughter. Here's wife. Is he gonna be surprised? I'm marked. They're gonna kill me. That's what you get when you marry a gangster. I gotta have a drink. No, Humpty, you've been good. Damn it! Miss, you can't be out here right now. We're expecting lightning storms. When you're married to a man who got rich putting people's feet in cement, you probably never had to do a dish. Your wife don't like to go fishing anymore, Humpty. She made like she liked it. To get me on the hook, I was the fish. You know she's a marked woman. Should she move on? I know where all the bodies are buried. Did he kiss you? Why are you getting so heated? I'm gonna find her. My head is pounding. Everything's coming apart. You look a little crazy to me. When it comes to love, we often turn out to be our own worst enemy. I know what it is you did. Don't you think you're being a little melodramatic? Ça n'a pas été tourné au Sablette, la fameuse grande roue, là, non? À la Seine-sur-Mer, non? Non, Ah. ça a été tourné aux États-Unis. Souvent, c'est vrai qu'il a tendance à rester là-bas. Alors, c'est un parc d'attractions. Ça s'appelle Coney Island. On est dans les années 50. Bon, ça se voyait un petit peu aux tenues. Et Woody Allen, comme d'habitude, va faire se croiser des personnages. Là, on en a 4. Les destins vont se mêler, s'entremêler. On a donc Ginny, qui est une ex-actrice devenue serveuse. Donc, bon, elle a un petit peu raté sa première vocation. Son mari, Humpty, qui quant à lui s'occupe de l'entretien des manèges, et ce monsieur va voir revenir sa fille Carolina qu'il n'a pas vue depuis des années, et parce qu'elle s'était mariée avec un gangster et désormais elle a un contrat sur la tête, donc elle revient se réfugier chez papa et belle-maman qui doivent être ravis bien sûr de l'accueillir. Les enfants sont vraiment indignes, ils viennent toujours vraiment quand quand ils ça ont ne va plus. que ça va pas. Bon, j'espère que ça se passera bien pour eux. Je ne vous dévoile pas la fin, bien sûr. Donc voilà, donc Woody Allen, qui a commencé quand même à l'âge de... Moi, j'ai été épatée à l'âge de 16 ans à travailler. Il écrivait des genres de gags, sketchs.
qu'il fournissait à un agent qui, quant à lui, les redonnait ensuite à des chroniqueurs pour qu'ils puissent justement alimenter leurs propos pendant les émissions. Alors bien sûr, après, il s'est fait connaître pour lui-même. Il est passé sur scène, au théâtre, au cinéma, en réalisateur, en scénariste. Bon, évidemment, pour tous ceux qui suivent l'actu, en ce moment, bon, il y a des petits soucis à cause justement du dernier film qui vient d'être tourné. Timothée Chalamet aurait pu observer de par lui-même certaines pratiques peu orthodoxes sur le plateau. Hein, hashtag balance ton porc. Donc, bon, on n'y était pas, on ne sait pas. On attend de voir ce qu'il en est. En tout cas, en tant que réalisateur, ça vaut toujours le détour. Donc, c'est le dernier film de Woody Allen. C'est sorti ce mercredi. Bon, bah alors, ça sera la grande roue. Voilà. Et nous, moi, je vais la faire, la grande roue, comme le pan. Là. Je vais la déplier comme ça. Je fais bien le pan. Hein. Tu fais bien le pan. Mais en fin de compte, je la déroule comme ça pour que ma tête, d'un seul coup, se tourne vers Michel. Tu vois, simplement pour ça. Tu n'avais pas trouvé d'autres transitions, en fait, aujourd'hui? Non, mais j'en trouve toujours. Je ne sais pas d'où elles viennent, à mon Alors, avis. fais la roue. Eh bien, c'est un petit de 16 ans qui est derrière, qui écrit mes fiches. C'est ça. C'est ça. Un petit Woody qui est derrière. Michel, on va revenir à cette fameuse bière, parce que ce que j'ai entendu, surtout, c'est que vous avez été un des premiers dans le département, ou en tout cas dans le secteur aussi, à faire à brasser de la bière. Finalement, elle est assez intimiste parce que vous êtes seul à vous occuper de tout, c'est-à-dire vraiment du brassage à la commercialisation et même, pareil, à chercher de la clientèle au sens même le côté commercial. Vous faites même la livraison. Oui. Sincèrement, vous ne travaillez pas 35 heures, vous? Si. Vous faites que 35 heures? 2 fois par semaine. Ouais, 2 fois par semaine. Bon, ça va, ça me rassure. Et ça va, ça se fait bien? Ça me plaît bien, oui. C'est assez varié puisqu'il y a, comme vous dites, toutes les phases du métier, hein, que ce soit de l'administratif à la production et au commercial derrière. Donc c'est assez varié, intéressant. Et comment les gens la reçoivent, cette fameuse bavaroise, la clientèle? À quel niveau, Je sais pas, le retour qu'ils vous en donnent justement sur le goût, sur l'impression qu'ils en ont, sur... Ouais, j'ai des bons retours, donc je continue dans le même esprit, on va dire. Et j'ai vu qu'il y a vraiment 3 gammes finalement, là, 4 gammes, pardon, oui. 4 gammes qui sont vraiment visibles. Mais je suppose qu'à certaines époques, vous faites peut-être des choses un peu différentes et un peu thématiques qui sont collées avec les produits de saison peut-être aussi? Alors aujourd'hui, non. J'ai fait des bières de Noël qui m'ont servi à élaborer de nouvelles bières sur l'année après. Mais maintenant que j'ai ces 4 bières, les temps à passer pour faire des essais sont de plus en plus difficiles à trouver. Donc c'est dur d'arriver à faire des bières ponctuelles. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment le temps à ça. D'accord, mais j'ai des idées, quelques essais que je vais faire. Dès que j'aurai un moment, je ferai quelques essais. En tout cas, ce que j'ai entendu, c'est que les 4 qui sont là sont aboutis. Et j'ai vu un guide qui est là, un guide jaune. C'est pas pour rien qu'il est, ce guide? Non, c'est le guide Achète des bières. Et je suis la seule brasserie varoise aujourd'hui présente dans le guide Achète des bières. C'est une sacrée reconnaissance aussi. Eh ben, oui, ça m'a fait beaucoup plaisir d'avoir été retenu dans ce guide. Si j'ai pas de bêtises, ce guide Achète quand même répertorie aussi des produits de qualité. Oui, normalement. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait. m'a fait plaisir. Ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un gage de qualité. C'est-à-dire qu'au-delà d'être présent dessus, ça doit être aussi réconfortant sur ce travail que vous fournissez, ces fameuses 2 fois, voire 3 fois, peut-être 35 heures que vous faites, savoir que quelque part, le retour aussi des professionnels, ce retour dont je vous parlais de la clientèle, finalement, même les professionnels vous le donnent. Oui, tout à fait. Moi, ça m'a fait beaucoup plaisir d'avoir été retenu par Elisabeth Pierre, qui a retenu toutes les bières présentes dans le guide. Moi, j'ai uniquement envoyé les échantillons. Alors, il n'y en a que 3 parce que la 4e, la brune, n'était pas encore sortie à l'époque de l'apparition du guide. Et j'ai uniquement fourni les échantillons. Et puis, c'est Elisabeth Pierre qui a dégusté et fait le choix de garder ou pas les bières présentées. Et Pierre, vous avez dit, son nom, c'est Pierre, c'est ça? Elisabeth Pierre. Ah ben d'accord. Non. Comme j'ai l'oreillette ici, il y a la soufflerie qui est au-dessus. Je me suis dit, est-ce que c'est Beer qui me dit non, c'est pas Beer. Non, mais c'est très gratifiant parce que vous le disiez, ça fait quoi, 3 ans à peu près que... Ça fera 3 ans en fin juillet que j'ai sorti les premières bières. Oui, donc ça a quand même été rapide, enfin, je trouve, comme reconnaissance. Oui, peut-être un peu lié à la chance aussi. On la provoque, hein, la chance, en général. Bon, en tout cas, moi perso, on ne me mettra pas dans le guide Achète pour mes meilleures bières ou pour d'autres choses parce que
Non. Eh ben non, je produis rien de. Je produis rien. Moi, Voilà. Voilà, moi je ne fais que. Mais tu produis quand même une émission tous les jours, c'est bien. Enfin, en tout cas, tu l'as produit. Je te rappelle qu'on n'est pas seul, les gens ne nous voient que nous, Oui. mais derrière il y a quand même les deux garçons, Sébastien Lyotard, Théo Sarfati en régie. Là, tu on a Hélène l'organises Dely qui est par là, fortement. on a Michael ici, Fernandez, c'est ça? Je me trompe pas, Dos Michael. Santos Fernandez. On lui fait bien de la qui est là. pub, je trouve, à On a Bruno Da Silva, quelqu'un me dit pour. On a Bruno Batifol ici, on a Antelme Bisol ici, Cécile Ravel en régie et Evana, pourquoi j'ai dit l'inverse, Evana Renouvin qui est pareil, donc voilà. Donc tu as raison, je produis seul cette émission. Presque. Voilà, tout à fait. Mais tu vois, c'est un petit peu comme Arturo Brachetti. Tu vois, on le voit se changer constamment et il y a plein de gens qui font du travail derrière, on ne les voit jamais. Bah, c'est un peu ça. Tu voulais nous parler d'Arturo aujourd'hui? Bah non, on en a déjà parlé. Donc et il est déjà passé. Donc cette semaine, tu m'as dit c'est une actu par jour, point Philippe, voilà. C'est fini. Tu es puni. Je suis puni. On va revenir, c'est la punition. On va revenir à cette fameuse bavaroise. Vous êtes varois, vous ou pas, Michel? Oui. Vous avez grandi à la Cadière ou pas? Étant petit, j'ai grandi sur Saint-Cyr, donc pas très loin. Tout en bas presque. Et maintenant, vous êtes situé où alors? Je suis en plein milieu des vignes, de l'autre côté du village, dans la plaine qui redescend vers Saint-Cyr. Mes grands-parents étaient donc de la Cadière et j'habite à cet endroit-là. Et je produis à cet endroit-là. Et les gens peuvent venir jusqu'à une boutique ou c'est plutôt de la commande? Ça se passe comment? Alors, j'ai pas de boutique, j'ai uniquement ma brasserie parce que étant seul, je peux pas avoir une boutique avec des horaires d'ouverture fixes. Après, les gens me téléphonent souvent. Si je suis là, ils passent, il n'y a pas de souci. Sinon, après, on peut trouver la bière dans toutes les boutiques sur le pourtour, déjà dans le village et les villages proches de la Cadière. Enfin, comme toutes celles qui sont autour de la Cadière, c'est-à-dire les boutiques, quand vous parlez de boutiques, c'est quel genre de boutique? Des épiceries fines, des caves à vin, ce type de boutique. D'accord, on va pouvoir trouver ça. Tu vois, des produits qui sont dans le guide Hachette, on les trouve dans tout plein de boutiques ici. Est-ce qu'on peut les commander quelque part? En l'appelant? En ligne aujourd'hui, non. Non, faut y penser. Oui, je va sais, venir mais vous tout donner un prend coup de du main temps. pour le site, pour les commandes, pour tout ça. Oui, mais c'est ça aussi, la chose qu'on ne voit jamais, c'est que quand on est artisan, commerçant, eh bien, il y a énormément de choses qui doivent se faire et qu'on n'a jamais le temps de faire, qu'il faudrait faire. Oui, c'est compliqué. Le temps manque beaucoup, donc ça. on met la majorité du temps sur le principal du travail, les urgences. Et puis après, quand il reste un petit peu de temps, ça peut permettre éventuellement de faire des essais pour une nouvelle bière, pourquoi pas. Tout à l'heure, je t'entendais, Franck Gualco, tu es venu tout à l'heure et tu nous parlais justement de cette fameuse chronique et cette fameuse balade. Ces gens qui baladent souvent avec toi et que tu fais passer par le fameux sentier du Deuil et tout, ce genre de pause, s'arrêter à certains endroits pour se désaltérer éventuellement, évidemment en le faisant avec modération, c'est des choses qui arrivent ou pas dans ces parcours? Alors, on le fait de plus en plus souvent parce que c'est très demandé. Donc, on fait des balades de terroir. Donc, on ne part pas pour des sentiers de 20 km non. très physiques. Voilà. Donc, après, sinon, c'est compliqué pour revenir. C'est ça. Donc, c'est plutôt des balades assez faciles où on va traverser des terroirs donc, avec les agriculteurs, donc, quand on est dans des vignobles, et faire des dégustations le midi, soit autour de restaurants traditionnels, soit directement dans les caves, comme on a pu faire sur Flassan à Pérasol, qui était partenaire, comme on a pu faire sur d'autres communes du département. Donc c'est vrai que c'est très agréable de déguster des produits de terroir. Et puis c'est vrai aussi que ces artisans n'ont pas forcément le temps de faire des sites internet et d'amener des personnes à cette découverte. Ce qui marche le mieux, c'est le bouche à oreille. Mais là, je vois que c'est plutôt un sujet intéressant, peut-être à traiter un jour, c'est-à-dire peut-être à faire un petit parcours terroir avec toi sur une idée sortie. Bien sûr, bien volontiers. Parce qu'il y a des tas de choses à découvrir par ici. Non, j'allais dire, il y en a trop. Et que des bonnes choses. Il y en a trop, Morgane? Non, il n'y en a pas trop. Mais là, dans une île déserte, c'est comme ça. C'est toujours pareil, en fait, c'est le temps qui nous manque. Va dans les Bouches-du-Rhône, si tu veux. Oh, il est méchant. Il est méchant avec nos voisins. Oh non, je plaisante surtout. En tout cas, un grand merci à Michel Anchini. Je rappelle, brasseur ici à la Cadière avec la fameuse bavaroise. Tout à fait. Voilà, écoutez, ici le Bavarois vous dit à bientôt. Merci Franck. À bientôt. Merci Morgane. Merci beaucoup et à demain. À demain.